Le résumé. Dans cette partie, l'auteur explique que le développement psychologique de l'enfant dépend de relations sécurisantes avec ses parents ou ses proches. Lorsque l'enfant est compris, protégé et réconforté, il apprend à réguler ses émotions et à faire confiance aux autres. Et quand les personnes censées protéger l'enfant deviennent source de peur ou d'abandon, son développement émotionnel est perturbé. Il peut grandir avec un sentiment d'insécurité, de honte ou de méfiance. Pardon, excusez-moi, est-ce que je Oui. peux vous arrêter une minute? Oui, Est-ce que ça vous intéresserait que je vous donne le petit schéma parlant de Riyad elle a le point. Les d'abord très important pour la prise en charge les patients d'Elcom. oui, avec plaisir. Alors, une minute, Oui, parce que nous, on a fait justement le cours en pédopsychiatrie, où on a parlé de justement le point, l'attachement. C'était la théorie de l'attachement. D'accord? Ou la théorie de l'attachement, justement le premier contact ou là, le premier visage, non, le premier, disons, le premier attachement sécurisant, c'est le regard, c'est le visage de la maman ou de la personne qui donne à manger. Alors, il se crée un lien. Avec le lien من 0 ل 5 ans. وهو اللي يلعب على la vie ديالنا كلها par la suite. D'accord? Alors, كاين واحد في الاخر عطاتنا هي بحال un petit schéma qui récapitule. Alors, donc ça c'est la théorie ديال بولبي ياك. Bon, je vais pas tout vous هذا انا غنعطيكم غير الاخر. Elle nous a donné, alors les différents attachements. Qu'il y a ce qu'on appelle l'attachement sécurisant, il est caractérisé par une synchronisation entre les demandes de l'enfant et les réponses de la mère. C'est-à-dire, la maman, l'enfant il pleure pour manger et la maman elle répond, dit que ça. Donc elle le sécurise. C'est un enfant équilibré. Il y a ce qu'on appelle un attachement ambivalent, résistant. Et là, il résulte d'une incohérence de réponse maternelle alternant entre la disponibilité et le rejet. Elle accepte, elle le rejette. L'enfant, il ne comprend pas. Donc, il prend dans une ambivalence. Donc, la maman, donc, quand l'enfant, il alerte aux signaux de l'enfant quand elle donne une réponse adéquate, ça donne un enfant qui a confiance et qui cherche la proximité et qui a cette capacité d'exploration. L'enfant il explore avec assurance. La maman qui est indifférente ou non disponible ou peu de réponses, elle donne un enfant qui ne cherche pas de contact et exprime peu d'émotions négatives. Ou elle alterne entre disponibilité et non-disponibilité. C'est-à-dire, elle passe de chaleureuse à distante. Et parce qu'elle donne un enfant ambivalent qui exprime des émotions négatives pour attirer l'attention. Ou le dernier point, quand c'est incohérent et imprévisible, possiblement maltraitance, et là, ça donne les psychotiques après, c'est-à-dire que l'enfant, il rentre en conflit entre l'approche et l'évitement. Et ça donne plus tard des enfants qui ont des troubles, notamment des troubles psychotiques. Tout ça, c'est pour dire que l'attachement de la maman à l'enfant, comment il se joue, elle a tout ce qui va venir par la suite, les rapports que l'enfant, que l'adulte, que l'adolescent
غادي il va entretenir avec l'entourage, avec la famille et avec حتى هو comment il va être l'expression. Voilà. J'ai fait vite, mais c'est important. Oui, oui, c'est exactement ça. Merci. D'ailleurs, le moment exactement, de la période, on peut parler de l'attachement dysfonctionnel, on peut développer les drivers, les autopilotes et tout. C'est à partir de ce moment-là, c'est exactement, madame. Je vous rejoins la théorie d'Yelk. Donc, je continue. Donc, l'auteur explique aussi que les traumatismes répétés de l'enfance constituent une véritable épidémie cachée. Ils modifient durablement le cerveau, la personnalité, la capacité à gérer ses émotions et les relations avec les autres. Et plus le traumatisme est précoce et répété, plus son impact est profond. L'auteur nous a expliqué aussi comment les souvenirs traumatiques continuent à affecter les personnes longtemps après l'événement, contrairement aux souvenirs ordinaires. Les souvenirs traumatiques, souvent bloqués dans le cerveau, et peuvent surgir souvent sous forme de cauchemars, de flashbacks, d'émotions intenses ou de réactions physiques. Et à travers son travail auprès de vétérans de guerre et d'autres patients traumatisés, l'auteur montre que le traumatisme n'appartient pas seulement au passé, le corps et l'esprit revivent sans cesse l'expérience comme si le danger était encore présent. Et voilà. Merci Sherifa, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Mustafa, il est en train d'applaudir. Très bien, merci Sherifa. Merci Mustafa. Très bien. Vous avez fait de l'effort, là, Sherifa. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir et merci Sherifa, merci beaucoup. Bonsoir Wafa. Merci à toi Wafa. Très bien. Qui d'autre veut nous faire un résumé de ce qu'il a lu? Oui. Minouche. Wa alaykoum salam. Ahlan. Anna, je vais faire le résumé du livre en entier. Bien. Le livre entier, tabarakallah, allez, la partie. Très bien. Alors, ce que je propose... J'ai la chance que la dernière fois, je n'ai pas été là, donc... D'accord. Mustafa, la dernière partie, à laisser pour la prochaine fois. D'accord? Ah, d'accord, d'accord. Merci, monsieur Donc, Mustafa. la dernière partie, les solutions. La dernière partie, c'est les voies de guérison, si je ne me trompe pas. C'est la voie de la proposition des techniques à mettre en place. On peut laisser ça pour la prochaine fois. Donc, si c'est possible de nous faire le résumé de ce qui est... Voilà, oui, c'est bien. Très bien, très bien. Donc, le livre c'est Le corps derrière, l'auteur Bessel van der Kolk, c'est un psychiatre néerlandais. Pardon, voilà. Il est néerlandais installé aux États-Unis. Il est reconnu internationalement pour ses travaux sur le traumatisme psychique. Ses recherches ont contribué à faire évoluer la compréhension du stress post-traumatique et à développer des approches thérapeutiques innovantes intégrant le corps dans le processus de la guérison. Donc, le résumé général de ce que j'ai pu constater là. Le traumatisme ne disparaît pas simplement avec le temps, il s'inscrit dans l'organisme et influence durablement les émotions, les comportements et les relations. Donc, selon Van der Kolk, lorsqu'une personne vit un événement extrêmement menaçant ou douloureux, son système nerveux se mobilise pour survivre. Par conséquent, le cerveau continue toujours à fonctionner comme si la menace est toujours là. Le traumatisme devient alors une expérience vécue comme actuelle au lieu d'être un simple souvenir. Les idées principales du livre, que j'ai pu retenir comme ça. La première, hier, le traumatisme transforme le cerveau. Le cerveau fait certains éléments, les trois plus importants, l'amygdale, l'hippocampe et le cortex. L'amygdale, c'est le centre de détection du danger.
Donc, dans les personnes traumatisées, on trouve une hypervigilance qui est des réactions excessives, une peur permanente. L'hippocampe, qui est le responsable de l'organisation des souvenirs, chez les personnes traumatisées, on trouve des souvenirs fragmentés et une confusion entre le passé et le présent. Le cortex préfrontal, lui, est le responsable du raisonnement et de l'autorégulation. Chez les personnes traumatisées, on trouve une difficulté à contrôler les émotions et une diminution de la capacité de réflexion quand ils sont sous stress. Conclusion, le traumatisme modifie le fonctionnement neurologique de la personne. Deuxième point. Est-ce que tout le monde est très bien? Good. Deuxième point, le corps garde la mémoire. L'auteur, il développe la thèse que Monsieur Mustafa, je pense qu'il y a un blocage. Il est quand c'est possible de. le traumatisme de l'enfance. Alors, Hein? c'est un blocage. On n'arrive pas à vous voir ou bon. Ça, c'est très bien. Oui, Voilà, continuez. donc, Merci. D'abord, c'est bon. Oui, oui, Le deuxième point, oui, je reprends le deuxième point. oui, D'accord. Le deuxième point, le corps garde la mémoire. oui. L'auteur développe la thèse qui donne son titre au livre, qui est Le corps n'oublie rien, c'est-à-dire que même lorsque la personne ne pense plus consciemment à l'événement, le corps continue souvent à s'exprimer à travers des douleurs chroniques, à travers des tensions musculaires, à travers des troubles digestifs, de la fatigue, des troubles de sommeil et des crises d'angoisse. Donc la guérison doit prendre en compte aussi bien le corps que l'esprit. Troisième point, le traumatisme de l'enfance, les traumatismes de l'enfance. L'auteur accorde une place importante au traumatisme précoce, en l'occurrence durant l'enfance. Peut-être la maltraitance, peut-être la négligence, peut-être la violence familiale, le l'abus sous ses formes, peut-être l'insécurité affective. Cette expérience, elle modifie durablement l'estime de soi, la confiance, la capacité relationnelle et la régulation émotionnelle. Par conséquent, les traumatismes précoces influencent profondément le développement de la personnalité. Quatrième point, la dissociation. La dissociation est décrite comme une stratégie de survie. Face à une souffrance insupportable, la personne peut s'éloigner de ses émotions, se sentir étrangère à elle-même, avoir l'impression d'observer sa vie de l'extérieur. Cette réaction protège temporairement, mais peut devenir un obstacle à la guérison. Cinquième et dernier point, le besoin fondamental de sécurité. L'auteur affirme que toute thérapie du traumatisme repose sur la reconstruction d'un sentiment de sécurité. Le cerveau doit progressivement réapprendre que le danger est terminé, que le passé est derrière et que la personne est maintenant dans le présent et qu'elle peut faire confiance. Voilà, voilà. Allah alik, c'est Mustafa. Merci Oui, beaucoup, merci. Monsieur Mustafa. Moi, il nous a fait le résumé de Merci à vous. Merci. Merci. Eh bien, Merci. qui va intervenir? Wafa, Ahlam, Amal, Nounouch, Latifa, Khawla, Tissam. Très bien, très bien, très bien. Donc, merci pour l'effort, Sharifa, Monsieur Mustafa, Bouchra aussi, pour les autres aussi. Très bien, donc oui, tout à fait. Tabarakallah avec Sharifa, vous avez parlé d'un élément important. En fait, la partie, moi, ce que j'ai retenu les éléments. Voilà, je vais partager avec vous l'élément اللي هضرت عليه بوشرا وهضرت عليه شريفة. Sharifa surtout, la théorie de développement des enfants de Piaget. Bien que ça peut intéresser beaucoup plus la TEFA qui veut travailler avec les adolescents. Alors là, il nous parle de la théorie, d'accord? Il parle des 4 stades de développement cognitif. Alors là, ça rejoint l'idée d'Yelka Bouchra, c'est-à-dire que de 0 à 2 ans, d'accord, l'enfant, il interagit avec l'environnement. D'ailleurs, Bouchra, quand il y a le visage de la maman ou là, la personne, le premier contact, donc c'est important à travers ses sens.
à travers sa motricité. Là, il nous parle de la capacité de comprendre de l'enfant à travers les 5 sens. Après, toujours la théorie de développement des enfants de Piaget, il parle de stade de préopératoire, il y a de 2 ans à 7 ans. C'est le moment où les enfants qui sont d'accord, et la pensée qui est égocentrique, qui est concentrée à son propre point de vue, d'accord. Et là, il nous parle de que l'enfant éprouve la difficulté avec la notion de conservation. Ensuite, quand nous le 3e stade, ou le stade entre 7 ans à 12 ans, d'accord, où là, l'enfant commence à développer de la logique. Et là, il peut manipuler mentalement des objets et des concepts concrets. Et ensuite, il y a le stade des opérations formelles. Marhaba, donc Rabia, elle veut parler, marhaba. Rabia, merci de désactiver le son pour vous écouter. Ok? Donc 12 ans et plus, c'est vraiment la programmation dans la linguistique et la dame, il y a le moment où on arrive à formuler des théories, les valeurs, en raison sur l'avenir, on arrive à résoudre les problèmes. D'accord? Oui, Rabia, désactivez le micro si vous voulez participer. Très bien. Donc, en attendant, je vais continuer les concepts. C'est vrai que Sherifa, sur le fait que le paragraphe, c'est un peu difficile, ça ne nous donne pas très envie de le lire parce qu'il parle beaucoup plus de traumatisme, il est beaucoup plus technique, mais il y a des éléments intéressants qu'on peut faire, des recherches, comme la théorie de développement des enfants de Piaget, bon, je donné briefly. Il a parlé également de la théorie de la personnalité. Et généralement, il nous invite on peut l'utiliser, elle se base sur 3 éléments. L'approche psychodynamique ou la psychanalytique, l'analyse. Donc, là, il nous invite à utiliser la théorie de la personnalité qui est déjà utilisée pour le traitement des traumatismes. À travers quoi? Il a dit que généralement, la personnalité est régie par des conflits inconscients et des structures, d'accord. Et l'objectif d'Yanna, d'ailleurs, qu'on a ensemble, les personnes qui ont fait la formation psychopraticienne, on va parler de la psychanalyse et comment, à travers la discussion, rendre l'inconscient conscient et renforcer le moi du patient. Donc, la théorie de la personnalité, elle se base sur ça. Et bien sûr, même analyser on a parlé du transfert. Okay? C'est-à-dire que la façon dont la personne en face, il projette les schémas relationnels dialogue passés sur nous. Et également, ce qui est intéressant par le paragraphe, il nous parle également de repérer les mécanismes de défense. Oui, il y a des mécanismes de défense, c'est intéressant, à travers le déni. Le déni, projection, l'intellectualisation, voilà qu'on raisonner, tout ça pour pouvoir... c'est un mécanisme de défense, Ensuite, il a parlé également de l'élément d'abord. Alors, Rabia, si vous voulez intervenir, on vous écoute. Je peux m'arrêter? Très bien. Donc, il y a une personne qui va intervenir, qui a un problème de micro. En attendant, il a parlé également à l'élément aussi important, la théorie de personnalité. Je peux faire. On va voir de ça. Oui. Juste après vous, Madame Rachida, si vous voulez, je fais mon intervention. Bien sûr. On vous écoute. Je continue plus tard. Je vous laisse le soin parce que j'ai détaillé. Je n'ai pas parlé de ce qui est le résumé du livre. J'ai pris les éléments de base. Oui. Je veux partager avec vous des éléments qui peut-être je fais là où le cours ou là peut-être je fais là où le cours. Je vous écoute, Ahlam. D'accord, je vous remercie. Alors, pour les chapitres 4, 5 et 6, le chapitre 4, c'est l'anatomie de la survie. Vous m'entendez? Parce que je m'entends répéter. Okay. Oui, Ahlam, oui. Oui, bien sûr, Ahlam. L'auteur explique. D'accord. L'auteur explique que le traumatisme n'est pas seulement dans la tête, mais qu'il réorganise le cerveau. Le système d'alarme du cerveau, qui est l'amygdale, devient hyperactif et détecte le danger partout, même lorsqu'il n'y en a pas. En même temps, le cortex préfrontal médiane, la partie rationnelle du cerveau, qui nous permet de réaliser que le danger est passé, est mise hors ligne et le corps reste donc bloqué dans un état de stress post-traumatique perpétuel. Dans le chapitre 5, on peut parler des relations corps-esprit.
Ce chapitre explore les connexions profondes entre le cerveau, le système nerveux et les organes internes. Van der Kolk y détaille le rôle du nerf vague et il montre comment le traumatisme perturbe la capacité du corps à se calmer et à revenir à un état de sécurité après une menace, créant des tensions physiques chroniques. Dans le chapitre 6, on passe à ne pas être soi-même ou comment on peut perdre son corps. Et l'auteur Ahlam, on n'arrive pas à vous écouter. Ahlam, je pense qu'il y a un problème de son. D'accord. Donc, je disais que l'auteur, que les personnes survivant à des traumatismes perdent souvent la capacité de ressentir leurs émotions ou leurs sensations physiques internes, ce qui entraîne un profond sentiment de vide, d'engourdissement et une perte du sentiment d'identité. Le traumatisme chez l'enfant maintenant, c'est la partie 3 qui parle de l'esprit et le cerveau des enfants. Cette section se concentre sur l'impact dévastateur des traumatismes précoces et sur l'importance des relations d'attachement. Le chapitre 7, par contre, on parle de la théorie de l'attachement. En s'appuyant sur la théorie de l'attachement, l'auteur démontre qu'un lien sécurisant avec un adulte bienveillant est la fondation même de la régulation émotionnelle et de la résilience. Là, ça m'a fait penser aux blessures émotionnelles, etc. Leur naissance avec les pilotes automatiques et tout ce qui suit. Et c'était très, très intéressant. Et il décrit comment le cerveau d'un enfant se construit en mémoire des interactions avec ses soignants ou là son entourage. Le chapitre 8, les relations piégées par les services et la négligence. Que se passe-t-il quand la personne censée apporter la sécurité et aussi la source à la terreur? Van der Kolk explique comment les abus et la négligence chronique forcent le cerveau de l'enfant à se développer dans un état d'hypervigilance permanente. L'enfant apprend à se méfier du monde et de lui-même. Et là, ça m'a fait penser au schéma. Donc, c'est la naissance des schémas, malheureusement. L'enfance est la source de tout ce qu'on a vu en psychothérapie. Et l'amour dans tout ça. Ce chapitre met en lumière le rôle crucial de l'amour, de l'attention, de l'atténuement, des relations sécurisantes, de la guérison, dans la Ahlam. sécurité. Oui. Oui, continuez, merci. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, les traces durables d'un traumatisme avec le diagnostic et comment en guérir, c'était dans la partie 4 que j'ai pas fini dans le chapitre 10. Très bien. Merci beaucoup, Ahlam. Merci beaucoup. Vous avez donné un éclaircissement sur les éléments les plus importants. Très bien. Merci, Ahlam. D'autres personnes? Parce que moi, j'ai pas fait le résumé. Moi, j'ai pris des éléments clés, comme Ahlam vous a parlé de la théorie d'attachement, de la personnalité. J'ai pris ces éléments et j'ai donné des explications pour qu'on puisse profiter de certains éléments le travail d'hier. Merci. D'autres personnes? Madame Lisa El-Haq, si vous voulez participer, on vous écoute. Les autres, si les autres, ils ont fait le résumé, on aimerait bien vous écouter. Alors, ce qu'on va faire, moi, je vais continuer les éléments clés que j'ai trouvés faire de la partie. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, marhaba. Très bien. Donc, effectivement, Ahmed, vous avez parlé des schémas. Là aussi, il parle de la théorie de la personnalité. Bien sûr, la théorie de la personnalité, comme vous avez expliqué, alors, elle se base sur l'approche cognitive comportementale, modèle des schémas de Young, que nous avons vu et qu'on aura l'occasion de voir ce samedi. Donc, il a parlé également de l'usage de la restructuration cognitive pour contester les pensées automatiques liées au schéma. Le fait de le schéma Ahlam dont vous a parlé peut-être de l'abandon. Très bien. Et il y a également à l'intérieur du livre l'approche humaniste.
La théorie d'Iel de soi de Carl Roger. Inch'Allah, Hanan va nous faire la présentation. Donc, Roger, il parle de la personnalité autour du soi réel. Et là, on avait vu ça ensemble, je pense, le module d'estime, qui est le soi réel, ce que la personne est, et du soi idéal, ce qu'on aimerait être. D'accord? Donc, il y a le décalage entre les deux qui crée l'incongruence et la souffrance. Donc, la finalité de la thérapie, c'est réduire, pour gérer des traumatismes, d'après l'auteur, d'après les techniques plus ou moins utilisées, pour réduire l'écart entre le soi réel et le soi idéal. Je pense que je fais également la psychocybernétique. Donc, on favorise en chenou, on parle d'un élément clé, l'auto-acceptation. D'accord? Donc, il nous invite, si on utilise la théorie de la personnalité, d'utiliser, d'appliquer avec le regard positif, inconditionnel, d'accord, qu'on a pour la personne qu'on va accompagner, pour pouvoir aider la personne à explorer ses facettes refoulées, sans peur de jugement. D'accord? Ou d'ailleurs, que ce soit le coaching, que ce soit la psychologie, que ce soit la psychothérapie, pratiquer l'empathie. Oui, l'empathie et la reformulation pour aider la personne à clarifier sa propre expérience interne. Magnifique, c'est un exercice extraordinaire. C'est pourquoi on revient à la thérapie de Shina ensemble, centrer le travail sur l'ici et maintenant. Beaucoup plus tôt que le passé historique. D'accord, je pense que parmi les recommandations des Kaynid, il a parlé également de test d'aperception. Je pense que vous avez d'aperception thématique, et c'est un test que vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais je pense que c'est beaucoup plus les psychologues, les questions pour pouvoir savoir la réalité interne de la personne qui influe sur leur vision du monde. Donc, le test, je pense que c'est beaucoup plus les psychologues et les c'est intéressant de le savoir pour pouvoir explorer la personnalité globale de la personne en face. Je n'ai les conflits inconscients, il y a ses mécanismes de défense, la dynamique, ses relations interpersonnelles, etc. Donc, je pense que l'exercice consiste à quoi? Je vous donne une idée, parce que ça ressemble aux exercices qui sont dans le schéma. Imaginez une histoire avec un début, un milieu, une fin, d'accord? Et il va décrire les émotions. Ou qui dire un psychologue beaucoup plus, vous aussi vous pouvez faire le travail, si on se base sur la thérapie des schémas, on peut noter tout ce qu'il est en train de dire par écrit. C'est-à-dire donc les silences, les rires nerveux, l'hésitation et ainsi de suite. Et par la suite, on peut arrêter, bien sûr, on peut arrêter la personne qu'on accompagne et poser